Donc bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va donc parler du métier de trader. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas sous forme de comment construire un système, etc., mais plutôt comment se comporter et comment acquérir ce qui est un métier et non pas un hobby. Si vous considérez le trading comme un hobby, que vous ne prenez pas la peine d'apprendre en fait ce qu'il faut apprendre en priorité sur le marché et sur vous, alors vous avez de fortes chances de passer dans les 80% de perdants dont on a parlé peut-être précédemment. Alors, voilà. Donc le trading est un métier. Un métier, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas juste quand on veut être cuisinier, mélanger les ingrédients et puis voir ce que ça donne. Donc quand acheter, quand vendre, quel accessoire, etc. Ça, c'est la façon de trader derrière. Maintenant, le métier lui-même ne s'apprend pas exactement de cette façon. Ça nécessite la connaissance, la compréhension des règles de sécurité et des protocoles d'intervention. Donc, on verra sur ce webinaire les points essentiels à retenir et surtout apprendre à comprendre et à interpréter les mouvements de marché. Donc, il ne faut pas se leurrer non plus, vous ne serez pas trader du jour au lendemain, même pas avec une formation de 30 jours intensive. C'est un métier un peu plus complexe que ça. Donc, on traitera aussi en fin de webinaire des étapes d'apprentissage, en fait, qui sont à respecter avant de se lancer réellement sur le marché. Ensuite, on traitera aussi de la connaissance des outils, de la compréhension de l'environnement, parce que quelle que soit la méthode que vous pratiquez, vous devez savoir effectivement dans quel cas la pratiquer, dans quel cas ne pas la pratiquer. C'est-à-dire, comme vous le disiez Benoît peut-être précédemment, attendre un environnement favorable à vos méthodes de trading. On n'est pas forcé d'avoir une seule méthode technique de trading, on peut en avoir plusieurs. Par contre, l'expérience, l'apprentissage, c'est quelque chose de vital dont on ne peut pas se passer. Alors, je suis désolé pour ce webinaire, il y aura pas mal de slides comme ça avec des textes. Bon, c'est nécessaire. J'ai essayé de décrire dans les textes sur diapositive un maximum de choses de manière à ce que vous puissiez revenir dessus sans avoir besoin de mes commentaires. Pas trop, tout au moins. Alors, d'abord, on voit un petit peu les comportements usuels des gens, leurs objectifs, et on va voir que cette liste-là que je vous mets n'est pas forcément une liste acceptable. Donc, on vous dit régulièrement, mettez un stop loss permettant une perte acceptable sur le capital. OK. On vous dit de laisser courir les gains et de limiter les pertes. On vous dit d'avoir un rapport gain potentiel sur risque élevé. On vous dit qu'il faut avoir un fort pourcentage de trades gagnants. Et on vous dit que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu. Ça, c'est un petit peu risible, mais on vous dit ça entraîne un mauvais comportement chez beaucoup de gens, c'est-à-dire moyenner à la baisse. Et ça, c'est valable aussi bien pour les investisseurs qui moyennent à la baisse ou bien les traders. Même les traders intraday, ça arrive, j'ai déjà vu ça, que les traders fassent des moyennes à la baisse, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, ils veulent diminuer leur prix de revient, de manière à pouvoir revenir du côté des gagnants. Alors, on va prendre un exemple, enfin deux exemples pour ça. Donc, un investisseur, par exemple, achète l'action A pour 10 000 euros. L'action perd 50%. Sa ligne ne vaut donc plus que 5 000 euros. Maintenant, il achète l'action B pour 10 000 euros. Et quelques temps plus tard, le marché a remonté de 35%. C'est-à-dire l'action A comme l'action B ont remonté de 35%. À ce moment-là, il vend l'action A pour 6 750, plus 35%. Donc, il a une perte de 3 250 euros. Il vend l'action B maintenant pour 13 500, donc il a un gain de 3 500 euros. L'investisseur donc est globalement gagnant, mais en pratique, il y a une perte qui est actée sur l'action A, une perte définitive de 32%. Maintenant, imaginons un investisseur qui surveille l'action A simplement. Il observe que l'action perd 50%.
À ce moment, il achète l'action pour 10 000 euros. Quelques temps plus tard, toujours le marché a remonté de 35%. Il vend ses actions et il a un gain de 3 500 euros. L'investisseur est gagnant car le marché a remonté et son gain maintenant est définitif parce qu'il a vendu. S'il n'avait pas vendu son gain, le gain ne serait que potentiel. D'où la maxime suivante qu'il faut que vous essayiez de vous mettre en tête. Tant que ce n'est pas vendu, on n'a pas gagné. Maintenant, imaginons, et ça c'est le cas qui nous intéresse, un investisseur qui achète l'action A pour 10 000 euros, il perd 50%, sa ligne vaut 5 000 euros, ça ne change pas. Maintenant, il rachète l'action A, la même action, pour 10 000 euros. Quelques temps plus tard, le marché a remonté, il vend l'action A et son gain est de 250 euros. Encore une fois, il est globalement gagnant, mais la perte sur son premier achat a été de 3 250 euros sur la première partie de son achat. Le gain sur son deuxième achat était de 3 500 euros, ce qui explique qu'il gagne 250 euros. Donc là, il est content parce qu'il a moyenné à la baisse. Donc, globalement, il arrive à un gain ou tout au moins à récupérer ses billes. Mais pourtant, il a toujours subi, comme dans le premier cas, une perte définitive de 32,5% sur le premier achat, indépendamment du gain qu'il a fait sur son deuxième achat sur la même action. Mais que ce soit la même action ou une action différente, de toute façon, la perte reste. Donc, pas vendu, pas perdu. Il faut bien comprendre qu'une perte donc, ne disparaît pas, même compensée par un gain. Et que ce soit sur la même action ou une action différente, en fait, rien ne change, la perte ne disparaît pas. C'est pourquoi, donc, moyenner à la baisse, c'est une pure illusion. C'est baisser son prix de revient, non. C'est totalement idiot, en fait, entre guillemets, car de toute façon, vous avez votre perte qui est actée. Maintenant, on parle de mettre un stop loss permettant une perte acceptable sur le capital. Alors, très souvent, dans la plupart des publications, vous avez comme taux admissible de perte sur un trade 1% du capital. On estime que c'est correct pour un bon money management de manière à se protéger des séries perdantes. Mais imaginons quand même une mauvaise série avec 6 trades gagnants et 36 trades perdants. Alors, sachant que pour un trade perdant, on perd 1% du capital et pour un trade gagnant, par contre, on gagne 2% du capital. Le résultat d'ensemble serait de 12 unités gagnantes, 6 fois 1%, non, pardon, 12 unités gagnantes, donc 6 fois 2%, et 36 unités perdantes, c'est 36 fois 36 perdants, 1%. Le résultat serait donc de 12 unités gagnantes et 36 perdantes, soit 24 unités perdantes, soit 24% de perte. Ce genre de série peut arriver même si vous avez une expérience en trading importante. Une telle perte est en fait psychologiquement très difficile à supporter. Alors, la meilleure solution, je pense, pour ma part, est de diminuer sa perte admissible par trade, c'est-à-dire de la mettre à 0,50% au lieu de 1%. Maintenant, cette solution nécessite d'avoir un capital plus important. Deux actions paraissent cependant possibles et nécessaires. Augmenter le pourcentage de gain et augmenter le rapport gain sur risque, c'est-à-dire l'objectif plus loin par rapport au stop. Augmenter le rapport gain sur risque, ça peut se faire éventuellement de deux façons, en rapprochant le stop pour diminuer le risque ou en éloignant l'objectif pour augmenter le gain. Alors, on va prendre l'exemple de la cassure haussière, c'est-à-dire on joint deux sommets, en fait. On trace une ligne, et si cette ligne est cassée, alors on achète. On fixe le stop arbitrairement à 2 ATR. L'ATR, c'est l'average true range,
c'est une façon d'exprimer la volatilité, de manière à ne pas se faire prendre dans le bruit du marché, en fait, la volatilité de bruit. L'objectif, lui, sera situé à 3 ATR. Alors, qu'est-ce que donne ce type de trading, ce système, entre guillemets, de trading? Donc, sur la nano, on peut quantifier ça. Alors là, je vous ai marqué j'ai utilisé un système de trading automatique qui donc travaille sur la cassure haussière, qui date de 2017 et qui est toujours valable actuellement, bien qu'il rapporte peut-être un peu moins que sur la période d'études qui était avant 2017. Alors, ce qui va nous intéresser, grâce à la nano, on a un certain nombre de renseignements qui sont ici le profit total, le nombre total de trades, les gagnants, les perdants, et en fait les trades gagnants en pourcentage. Donc, vous voyez qu'ici, on a un pourcentage de 68% de trades gagnants. Et le gain moyen par rapport à la perte moyenne est de 1,2. Ça veut dire qu'en moyenne, quand on gagne 20% de plus que ce qu'on fait comme perte en moyenne. C'est une donnée aussi intéressante et qui est à relier avec le pourcentage de trades gagnants. Et là, on a une petite notion qui est très importante également, ce qui s'appelle le trade moyen. Le trade moyen, c'est ce que vous avez en fait à chaque trade. Quand vous rentrez dans le marché, vous avez potentiellement un gain moyen de 10,41 points. On va voir ce que deviennent en fait ces chiffres si on rapproche le stop, si on éloigne le stop, si on rapproche l'objectif, si on éloigne l'objectif. Puisque notre objectif, entre guillemets, c'est de rapprocher le stop pour diminuer le risque et éloigner l'objectif pour augmenter le gain. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est le petit tableau du système tel qu'il existe actuellement. Si on rapproche le stop, que se passe-t-il en fait? Le nombre de trades gagnants diminue fortement et le gain moyen est quasi la perte moyenne, pardon. Par contre, le gain moyen sur perte moyenne augmente, lui. Alors, vous voyez ici, il était de 1,2, ici de 1,64, ce qui veut dire que on gagne en moyenne 64% de plus que quand on perd. Mais le nombre de trades gagnants en pourcentage ayant fortement baissé quand on rapproche le stop, on passe à un système directement perdant. Maintenant, si on éloigne l'objectif, que se passe-t-il? En fait, le pourcentage de trades gagnants diminue, et il diminue suffisamment, allié à un gain moyen sur perte moyenne qui diminue également, pour diminuer globalement notre profit total net. Si on éloigne le stop, par contre, on garde à peu près les mêmes valeurs en pourcentage de trades gagnants, mais par contre, on diminue le gain moyen sur perte moyenne parce qu'on arrive beaucoup plus rarement à l'objectif dans le temps imparti. De même, en rapprochant l'objectif, par contre, on va augmenter le nombre de gains. Mais par contre, le gain moyen sur perte moyenne, lui, va baisser, puisque quand on rapproche l'objectif, on diminue le gain potentiel par rapport au stop qu'on a pris. Donc, sur ce plan, il faut bien retenir que rapprocher le stop, ce qu'on a tous tendance à essayer de faire, ça augmente le nombre de pertes. Même si ça diminue la taille des pertes, en général, ce n'est pas compensé. Éloigner le stop va augmenter légèrement le nombre de gains, mais augmente aussi la taille de chaque perte. Donc, ce n'est pas encore comme ça qu'on va arriver à une performance supérieure. Éloigner l'objectif, lui, diminue le nombre de gains, mais augmente la taille des gains. Rapprocher l'objectif peut augmenter le nombre de gains, ça, ce n'est pas toujours le cas,
mais en tout cas, ils diminuent leur taille. Donc, l'action qu'on avait envisagée, augmenter le rapport gain sur risque, est à l'opposé de notre autre objectif qu'on avait donné, c'est-à-dire augmenter le nombre de gains. Augmenter le rapport gain sur risque et augmenter le rapport de gain en même temps, ce n'est pas possible. Donc, ces deux objectifs sont contradictoires. La seule possibilité d'action qu'on ait, c'est de chercher un point d'équilibre intéressant où le niveau des pertes et le niveau des gains permettent un trading gagnant. Mais ce point d'équilibre sera souvent extrêmement précis et si jamais le marché change de caractéristiques, alors on va basculer peut-être du côté gagnant vers un côté moins gagnant ou perdant. Parce que les chances, quand on a des valeurs très pointues comme ça, d'indicateurs ou autres, les chances, une fois passée la période d'étude, que le système perde, deviennent grandes. La seule façon, en fait, de passer en système gagnant, ou plus gagnant, est d'agir sur autre chose que l'objectif et le gain. Essentiellement, ça consistera à ajouter des filtres. Les filtres ayant pour objectif, eux, d'augmenter le nombre de garder à peu près le nombre de gains et de diminuer le nombre de pertes. C'est-à-dire qu'on filtre les structures qui sont favorables ou défavorables. Ensuite, parlons de laisser courir les gains et limiter les pertes. Alors, usuellement, laisser courir les gains et limiter les pertes, ça veut dire qu'il faut limiter les pertes avec un stop et laisser courir les gains, c'est-à-dire ne pas avoir d'objectif. L'inconvénient, enfin, tout ça jusqu'à ce que le marché se retourne. L'inconvénient étant comment déterminer quand le marché se retourne. Ici, plusieurs méthodes sont possibles, c'est-à-dire utiliser un indicateur de tendance qui peut être par exemple une moyenne mobile, un MACD, le retracement 90, le Mogaev Trend Filter, et sortir quand la tendance suivie se retourne ou donne des signes de faiblesse. L'autre solution, qui est plus aisée, je dirais techniquement, plus facile pour les débutants, c'est d'utiliser un stop suiveur. Mais utiliser un stop suiveur ne constitue pas une démarche optimum. Parce que, en fait, quand les cours montent, il vous donne beaucoup. Le stop suiveur, lui, continue à suivre les cours. Et au moment où les cours se retournent, vous perdez une grande partie de vos gains. Donc, vous n'agissez pas sur un signal vraiment, vous agissez sur une inversion, non pas forcément du marché, mais de votre courbe de gain. Et ça, ce n'est pas extrêmement favorable à un rapport gain sur risque élevé. Alors, toujours laisser courir les gains et limiter ses pertes. Les indicateurs comme les moyennes mobiles, les MACD, etc., reposent sur un rythme de marché calculé sur une longueur de temps fixe. Alors, par exemple, le MACD est calculé à partir, ça peut changer bien sûr, à partir des moyennes mobiles 12 et moyennes mobiles 26. Si vous utilisez une moyenne mobile en filtre, vous allez par exemple utiliser la moyenne mobile 50, c'est-à-dire qui est calculée sur 50 unités de temps. Le MACD va être calculé, lui, sur 12 et 26 unités de temps. Alors, le problème, c'est que le marché, lui, ne garde pas un rythme forcément équivalent. Donc, si vous regardez sur 50 unités de temps pour la moyenne mobile, ça va peut-être être valable un certain temps, mais si le marché commence à se comporter différemment, les indications que vous aurez avec votre moyenne mobile seront ou trop rapides ou trop lentes. Donc, vous choisissez un filtre moyen, en fait, qui donne de relativement bons résultats, mais plus ou moins bons suivant les rythmes de marché. L'intervalle de temps choisi, en fait, pour le calcul de l'indicateur n'est jamais pérenne. Ça peut changer. Donc, en pratique, la valeur choisie est profitable pour un temps, mais viendra fatalement le moment où le marché changera de rythme et où la valeur choisie, la longueur d'examen en fait, de l'indicateur choisi, ne sera plus
adapté au rythme de marché. Bien sûr, ça va revenir derrière, c'est-à-dire qu'arrivera probablement un moment où la valeur choisie, longueur 12, 26 ou 50, sera bonne. Mais entre-temps, vous aurez des périodes qu'on appelle des périodes de drawdown techniques, c'est-à-dire que c'est votre analyse technique elle-même qui devient pas fausse, mais inadaptée en fait au marché. Alors l'exemple ici que je vous montre est un exemple sur la MACD. Ici, la MACD 12,26. Alors vous voyez par exemple que sur cette partie-là du graphe, vous avez d'excellents retournements. Ils sont presque synchrones avec le marché. Là, on a la bougie blanche. Là, on a un retournement haussier. Là, on a un retournement baissier qui intervient sur la bougie noire ici. Là, on a un retournement haussier qui intervient ici. Retournement baissier, comme c'est très rapide, ça ne donne pas des gains extraordinaires, bien sûr, ou des indications extraordinaires, mais le baissier prend le pas. Et ici, c'est vraiment au niveau du milieu, c'est-à-dire ici, qu'on passe en estimation, en fait, de tendance haussière. Par contre, sur ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire sur la correction, vous voyez qu'ici, il n'y a quasiment aucun retournement, alors que vraiment, on a quand même quelque chose de relativement important. Ici, le retournement, lui, intervient à ce niveau, c'est-à-dire une fois que déjà une bonne partie du mouvement est entamée. On est en retard, en fait. Ici, par exemple, aussi, le retournement haussier, lui, intervient à ce niveau, c'est-à-dire exactement sur cette bougie-là. Bien trop tard également pour nous permettre une vision correcte de la tendance sous-jacente du marché. Ici, vous voyez que le marché est vraiment totalement à plat, mais comme la MACD était descendue, elle reste uniformément pratiquement haussière. Et là, on revient sur quelque chose en retournement haussier de la MACD qui est relativement synchrone, retournement baissier de la MACD qui est bien synchrone. Ici, un retournement haussier qui, lui, est à ce niveau-là, et un retournement baissier qui, lui, est à ce niveau-là. Donc, pas plus du tout adapté au rythme de marché. Vous voyez, les périodes alternent comme ça entre des indicateurs de tendance adaptés et des indicateurs de tendance, les mêmes indicateurs de tendance qui deviennent inadaptés. En dessous, je vous ai mis le Mogalef Trend Filter. Alors, Mogalef Trend Filter, ce n'est pas compliqué, hein, il y a 4 états. C'est ça l'avantage, entre guillemets, du Mogalef Trend Filter, c'est qu'il distingue la tendance à dominante baissière, la tendance en range relativement haussière, la tendance en range relativement baissière et la tendance baissière. Donc ici, vous voyez, à partir de ce niveau-là, là, on est bien adapté en fait au niveau du Mogalef Trend Filter, puisque le Mogalef Trend Filter prend une valeur haute, c'est-à-dire qu'il considère que la tendance est haussière à partir de ce niveau. Ou plus exactement, que la poussée est haussière à partir de ce niveau. La poussée haussière qui se maintient en fait jusqu'à, et là l'indicateur est peut-être légèrement en retard, ici en fait il indique qu'on est probablement en range encore haussier. Ici il indique qu'on est de nouveau haussier et il ne commence à indiquer une valeur de range que à ce niveau-là. Je ne dis pas de bêtises, voilà, que à ce niveau-là. Donc, vous voyez, pendant tout un temps, le Mogalef Trend Filter estime que la poussée est neutre, légèrement haussière, ce qui n'est pas vraiment tout à fait le cas, bien que le range ici soit détecté par le Mogalef Trend Filter. Et il se passe quelque chose de relatif que vous allez trouver peut-être relativement étrange, mais à partir de ce moment-là, le Mogalef Trend Filter estime que la poussée est baissière. C'est parce qu'il n'est pas construit, en fait, comme les indicateurs classiques. Il est construit pour examiner la structure interne des bougies de manière à savoir si la poussée moyenne est plutôt haussière, plutôt baissière, plutôt en range. Vous voyez, bon, on garde cette valeur baissière malgré le retour sur cette zone de résistance ici. On garde les valeurs baissières, mais l'idéal aurait été que l'indicateur donne
le signal baissier uniquement à ce niveau-là. Or là, il est déjà baissier depuis un certain temps. Donc, vous voyez, rien n'est parfait. Tout demande interprétation et il ne faut pas se fier trop aux indicateurs de tendance, bien qu'on ne puisse parfois pas faire autrement. Donc, il existe une autre interprétation de laisser courir les gains et limiter les pertes. Laisser courir les gains et limiter les pertes, on a vu que c'était les gains, on ne met pas de limite, les pertes, on met un stop. Il existe une autre interprétation que j'utilise, qui est particulièrement utile en intraday, c'est de continuer à trader tant que les trades gagnants dominent et arrêter de trader quand on atteint un nombre fixe de trades perdants. C'est-à-dire qu'on peut faire une multitude de trades gagnants, tant qu'on n'a pas un nombre aussi fixe de trades perdants, on continue à trader, ce qui signifie qu'on laisse courir les gains et on limite les pertes. Donc cette méthode permet de rester dans le marché tant que votre technique permet des gains successifs, mais de ne plus trader à partir du moment où il y a des chances qu'elle ne rapporte plus. Donc ça se traduit dans la réalité par plusieurs possibilités. Là, je vous en ai mis deux. Vous voyez, un perdant, un gagnant, un perdant, un perdant. On a 3 perdants, on arrête de trader pour la journée. On a un perdant, un certain nombre de gagnants, un perdant, pas mal de gagnants finalement, et vient le 3e perdant, on arrête de trader pour la journée. Ça, c'est un bon moyen également de laisser courir les gains, puisqu'on laisse courir non pas le gain sur un trade, mais le gain sur l'ensemble des trades, et limiter les pertes ne pouvant excéder, dans tous les cas, 3 trades perdants. Voici un exemple ici de journée qui commence ici par un trade gagnant. Ça, c'est la courbe d'equity, la courbe de gain, si vous voulez. Donc ici, on a un gagnant. Ici, on a un perdant. Ici, on a un léger gagnant. Ici, on a un bon gagnant. C'est-à-dire, on achète là, on vend ici. Ou plus exactement, on vend d'ailleurs, en l'occurrence. Ici, vous voyez, on ne trade pas. On a un trade qui arrive. Le trade est gagnant. Ici, on ne trade pas. On a un trade qui arrive. On rentre en position. On sort ici. On est gagnant. Et ici, on fait un trade pour finir perdant. Et là, on s'arrête parce qu'on a eu 3 trades perdants. Bon, de toute façon, il est 19h35, donc c'est bientôt l'heure d'aller manger. Mais le marché dure jusqu'à 22h quand même. Et on peut assez souvent avoir des trades intéressants, même en fin de marché. Exemple, hier. Voilà, donc en ce qui concerne les maximes, entre guillemets, ou les essais, on a ici fini d'en parler. Et on peut s'attaquer à un problème important qui est le mental du trader. Alors, il y a 2 problèmes essentiels. Il est difficile, très difficile, d'accepter les pertes. Or, accepter les pertes, ça fait partie du trading. On ne peut pas gagner à tous les coups. Et il est très difficile à l'être humain, d'une manière générale, de gérer l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose, c'est un état dans lequel l'homme se sent, l'homme ou la femme, hein, je dis l'homme avec un grand H, l'homme se sent impuissant. Il n'est pas confortable. À partir du moment où vous n'êtes pas dans la certitude que ce que vous allez faire est quelque chose de bien, vous êtes mal. Hein. C'est très difficile à supporter. L'homme adore la certitude. La certitude que ça va monter, la certitude que ça va descendre, la certitude que ce qu'on fait est bien, la certitude que ce qu'on fait est mal. Quand on ne sait pas, on est bien embêté pour choisir. Donc là, c'est pareil. Or, le marché est fait d'incertitudes. On ne peut pas avoir de certitude absolue dans le marché. Donc, il faut complètement transformer sa psychologie, en fait, de manière à accepter d'être dans l'incertitude et que cette incertitude est quelque chose de normal et qu'on n'a pas à craindre ou être mal du fait qu'on est dans l'incertitude. Ça fait partie c'est peut-être la partie la plus difficile en fait à gérer quand on fait du trading.
La perte ensuite, la perte est ressentie toujours comme une douleur et comme tout être humain, on a horreur d'avoir mal. Donc horreur d'avoir mal, ça veut dire que quand on a mal, on est très très pressé de l'oublier. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on est malade, on sent bien qu'on est malade, et quand on est en bonne santé, on oublie combien on est mal quand on est malade. Quand on est malade et comment on est bien quand on est en bonne santé. Ça conduit les traders à oublier les pertes. On oublie parce que c'est pas agréable, ça fait mal ça. Et à ne garder en souvenir que ces gains qui sont des souvenirs agréables. Pour éviter la douleur, dans la pratique, en fait, les traders ont tendance à ne pas admettre les pertes et donc, par exemple, à éloigner le stop. Question classique, attention, j'avais un stop ici, mais le marché vient, s'approche de mon stop, oulala, je vais être touché, je ne veux pas ressentir la douleur de la perte. Je ne veux pas. La douleur, j'ai horreur de ça. Donc, je baisse mon stop. Hop, voilà, c'est mieux comme ça, vous voyez mieux mes mains. Donc, je baisse mon stop. Et le marché continue à baisser. Non, non, surtout pas de douleur. Je rebaisse encore mon stop. Ça, l'aversion à la douleur, l'aversion à la perte, ça conduit à adopter en fait des comportements qui sont des comportements à risque, à fort risque, et qui probablement, si vous n'arrivez pas à les maîtriser, vont conduire votre trading directement à zéro, c'est-à-dire que vous allez trader 2 mois et vous allez arrêter. Enfin, 2 mois, voire plus quelquefois, mais voire moins quelquefois. C'est un comportement suicidaire. Pourquoi? Oublier ses pertes et ne garder en mémoire que ses gains. Donc, vouloir garder uniquement ce qui est agréable fait oublier les pertes. Or, on apprend en trading pratiquement que de ses pertes. Les gains apportent très peu d'informations supplémentaires et très peu de possibilités d'analyse. Par contre, il faut toujours revenir sur ces pertes, c'est-à-dire revenir sur ce qui est douloureux, ce qui n'est pas naturel, mais ce qui permet d'apprendre, de s'améliorer en fait dans ces techniques de trading, parce qu'on n'a pas en général une seule technique de trading. Donc, si vous voulez devenir trader gagnant, vous devez avant tout vous astreindre à passer le plus de temps possible à analyser vos pertes, parce que ce sont elles qui vous donneront les résultats importants pour améliorer votre trading. Ensuite, il vous faut essayer, et ça viendra sans doute, mais ça demande un travail mental plus long, de gérer l'incertitude, de vous en accommoder et de vous dire, dans le marché, je n'aurai pas de certitude, je n'aurai pas de confort. On arrive maintenant à une partie un peu plus technique, et encore, qui est la compréhension des flux de marché. Alors, le truc usuel, c'est de dire si ça monte, c'est qu'il y a le plus d'acheteurs que de vendeurs, et si ça descend, c'est qu'il y a le plus de vendeurs que d'acheteurs. Si on y réfléchit un peu, même sur un intervalle de temps donné ou à un instant donné, il y a toujours autant de vendeurs et d'acheteurs. C'est ça qui fait le marché, c'est ça qui fait les échanges. Pour faire un échange, il faut un vendeur, un acheteur. Donc, il n'y a pas plus d'acheteurs, il n'y a pas plus de vendeurs. Et puis, ces affirmations ne vous apportent rien, ni sur le pourquoi, ni sur la compréhension des mécanismes de marché. Le plus efficace, en fait, est de comprendre comment fonctionne le marché. C'est-à-dire d'essayer de séparer les groupes principaux d'intervenants. On va partir sur quelque chose de plutôt simple au départ, qui est le support ou la résistance, ici la résistance. Qu'est-ce qui se passe lors d'une résistance? En fait, à un niveau de marché, vous avez des vendeurs ici qui se sont positionnés ou qui vont se positionner. Le marché est en train de se déplacer avec un groupe d'acheteurs qui continue à acheter, acheter, acheter. Et qu'est-ce qui se passe? Le groupe d'acheteurs ici n'est pas assez important pour entamer le groupe de vendeurs. Donc, le groupe de vendeurs va faire la différence et renvoyer les cours vers le bas. C'est
le principe de base de la résistance. Plus tard, le groupe de vendeurs, lui, a déjà été entamé. Le groupe d'acheteurs a pris le temps de se renforcer et amène les cours de nouveau sur la résistance. Mais encore une fois, ils ne sont pas suffisamment nombreux, les acheteurs potentiels, pour casser ce niveau de résistance. Donc le marché, de nouveau, descend. Il n'a pas réussi à casser la résistance. Puis arrive le moment, enfin, où le groupe d'acheteurs, lui, sans s'être renforcé énormément, le groupe des acheteurs potentiels, en fait, passe à l'action, donc passe à l'achat, mais il ne reste plus que très peu, en fait, de vendeurs potentiels à ce niveau-là. Et à ce moment-là, le marché réussit à casser la résistance. Alors ça, c'est quelque chose d'important, au sens que ce que vous lisez parfois et même souvent, c'est que plus une résistance est marquée par 1, 2, 3 points, plus elle est solide. C'est exactement le contraire. Plus une résistance est tapée, moins elle est solide. Souvenez-vous un petit peu d'un vieux dicton qui dit 1, 2, 3 soleils, c'est-à-dire on tape une fois, on tape deux fois, on tape trois fois, on passe. Alors c'est faux en fait. Ça peut être 2 fois on passe, ça peut être 5 fois on passe. Mais l'idée est quand même là. Plus on tape une résistance, moins cette résistance est solide. Donc plus on a de chances de passer. Alors, il arrive également que certains intervenants de l'ancien groupe statique craignent d'avoir eu tort dans leur choix de position. Donc, ils abandonnent celle-ci et consolident le mouvement de passage de la résistance, c'est-à-dire qu'ils renforcent les acheteurs potentiels qui passent à l'achat et qui font encore plus monter les cours. Alors, ça, c'était une introduction à l'étude en fait des groupes d'intervenants. Qu'est-ce qu'il y a comme groupe d'intervenants sur le marché? Vous avez un groupe acheteur qui est en train d'acheter, un groupe de vendeurs qui est en train de vendre. Ceci fait le marché avec le niveau de marché qui est ici. Parallèlement, vous avez un gros groupe d'indécis, souvent beaucoup plus important bien sûr, qui ne sait pas exactement quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que je vende? Donc, ils ne font rien. Il n'y a qu'une petite partie de ce groupe d'indécis qui passe à l'action en achat ou en vente. Ensuite, il y a ceux qui ont déjà acheté. Ceux qui ont déjà acheté sont donc en position acheteuse. Alors, bien sûr, c'est une simplification, hein, mais globalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ceux qui ont déjà acheté ont une question à se poser. Dois-je revendre? Donc, ils font partie, en fait, des vendeurs potentiels. Ceux qui ont déjà vendu se posent la question, dois-je racheter? Donc, ils renforceront éventuellement les acheteurs potentiels. Ça, c'est ceux qui ont déjà acheté, ils sont du côté vendeur. Ça, c'est ceux qui ont déjà vendu, ils sont du côté acheteur, en fait. Et voilà les deux flux principaux, en fait, du trading. Premier flux, il part du groupe des indécis. Le trader part du groupe des indécis et il passe à l'achat. Il agit sur le marché en passant à l'achat. En passant à l'achat, en fait, il rejoint le groupe des personnes qui sont à l'achat et qui se posent la question, dois-je revendre? Une partie de ce groupe, donc le trader qui nous concerne, passe alors à la vente. Vous voyez, ceux qui ont déjà acheté sont des vendeurs potentiels. Et en vendant, il rejoint le groupe des indécis. À l'inverse, si du groupe des indécis, le trader décide qu'il doit vendre, il rentre sur le marché et il rejoint le groupe des vendeurs qui font le marché. Mais dès qu'il est entré sur le marché, il rejoint le groupe des acheteurs potentiels. Les acheteurs potentiels qui se posent donc la question dois-je racheter et qui sont amenés à alimenter le côté acheteur du marché. Et une fois qu'ils sont rachetés, ils rejoignent de nouveau le groupe des indécis. Donc ça, c'est un schéma général qui vous permet de comprendre en fait les flux de marché
non pas simplement par les échanges, mais non pas simplement par le fait que le marché monte ou le marché descend, mais on examine en fonction d'un temps déterminé si pendant ce temps, le groupe des acheteurs s'est renforcé, le groupe des acheteurs potentiels ou le groupe des vendeurs potentiels. Parce que ce sont ces deux groupes qui feront le marché ensuite avec le groupe des indécis, qui est toujours important, qui viendra renforcer les vendeurs ici, ou les acheteurs potentiels. Je voulais vous dire un petit truc en plus. Bon, pas grave. Examinons maintenant les structures de marché elles-mêmes en tenant compte des flux principaux de marché. Alors, les accélérations en tendance, ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Que se passe-t-il lors d'une accélération de tendance? Là, vous avez par exemple une tendance haussière qui s'est ralentie un petit peu et tout d'un coup une accélération de tendance. J'entends par accélération de tendance quelque chose qui est dans le sens de la tendance, qui implique qu'il y ait déjà une tendance avant. S'il n'y a pas de tendance, qu'on est en range, l'interprétation sera différente. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cette accélération traduit un déséquilibre entre le groupe acheteur et le groupe vendeur. Ça veut dire que le mouvement accélère parce que les acheteurs sont obligés d'aller beaucoup plus loin pour retrouver des vendeurs potentiels. C'est-à-dire que le groupe des acheteurs a beaucoup augmenté lors de la montée, augmente fortement à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où les gens sont acheteurs? Si les gens sont acheteurs, ils sont des vendeurs potentiels. Ça veut dire aussi que le fait que le marché est monté, et particulièrement le fait qu'il ait accéléré au final, ça veut dire que le groupe des vendeurs potentiels est très important. Ils ne viennent pas encore sur le marché. Par contre, si vous êtes vendeur potentiel, si vous avez acheté ici et que tout d'un coup le marché vous donne beaucoup, vous êtes en train de vous dire miam miam, hein, je prends mes bénéfices. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Du groupe de vendeurs potentiels, vous allez passer, et les gens vont passer d'une manière générale à ce niveau-là, du côté des vendeurs effectifs potentiels et on vend. Le mouvement s'arrête alors et l'inversion s'accentue au fur et à mesure que les intervenants du groupe gagnant voient leur plus-value fondre. C'est-à-dire que là, vous étiez acheteur, le marché a monté, vous êtes content, le marché a beaucoup monté, vous êtes très content, et puis le marché commence à descendre. Et là, vous êtes beaucoup moins content parce que vous voyez vos plus-values qui sont en train de fondre. Donc, on se précipite et du groupe des vendeurs potentiels, on passe encore vendeur et on accentue en fait le retournement de position ou la mise en range du marché. Alors, signalons également que, imaginez que le marché descende ici, effectivement, et puis qu'il remonte sur les plus hauts. S'il remonte sur les plus hauts, que se passe-t-il? Dans les vendeurs potentiels, ceux qui sont acheteurs, ils voient le niveau des cours revenir sur des plus hauts comme ça. Ils n'ont pas eu le temps ou pas la possibilité de vendre sur le premier haut. Ils voient un deuxième haut qui se profile. Aubaine. Aubaine, je sors du groupe des acheteurs, des vendeurs potentiels, pardon, je sors du groupe des vendeurs potentiels et je passe en vendeur effectif, c'est-à-dire que j'agis sur le marché, je prends mes bénéfices et s'il y a, ça explique beaucoup de double top. Et double top, c'est exactement ça. Dans un premier temps, surtout quand il y a une accélération, hein, dans un premier temps, on arrive sur une valeur intéressante pour vendre, on rate l'occasion. Si jamais l'occasion se représente, on s'empresse de prendre cette occasion de vente. Voilà pourquoi, globalement, quand vous êtes en position, il vous faut guetter les accélérations de marché. Alors, les accélérations de marché se traduisent sur un laps de temps déterminé par une augmentation du niveau du marché. À propos de ça, vous ne verrez pas les accélérations de marché si vous utilisez des façons de voir le marché qui sont exotiques. Alors, exemple, Renko.
Si vous utilisez le Renko, vous aurez une succession de petites barres, certes, mais qui ne vous donneront pas la notion du temps pendant lequel s'est produit l'événement de hausse finale. Donc, évitez, si vous ne voulez pas perdre des informations, je pense qu'il faut absolument, pour ma part, je serais très malheureux si je n'avais pas cette notion de temps en même temps, qui me permet de voir qu'il s'agit d'une accélération en un minimum de temps. L'accélération, il y a le temps qui joue, hein, bien sûr. Donc, si vous supprimez le temps de vos graphiques, vous perdez une information importante. Ensuite, on parle donc des structures et des volumes. La structure, là, je vous ai mis une structure simple, quelque chose qui est assez, entre guillemets, facile à trader parce que relativement simple à détecter et dans beaucoup de cas assez lucrative. Alors, que se passe-t-il ici dans le marché en dehors de cette période de volume? Là, je vous ai mis les volumes en dessous. Le marché s'est établi en gros entre une résistance et un support. Puis, vous voyez ici, un fort volume s'est mis en place. Alors, il apparaît noir, mais en fait, c'est le volume qui a été nécessaire pour remonter les cours, c'est-à-dire que ce sont des acheteurs ici, hein, sur cette bougie avec une grande queue en bas. C'est eux qui ont remonté les cours et fait forcer le volume. Ça veut dire qu'en face, il y a pas mal de vendeurs potentiels et eux ont fait remonter en fait le volume, mais sans atteindre pratiquement la résistance et en dépensant une grande partie de leur force. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient beaucoup de ceux qui étaient acheteurs potentiels sont passés en achat. Donc le groupe des acheteurs potentiels a diminué. C'est la même chose que quand on tape une résistance ou qu'on tape un support. Seulement là, vous avez l'information des volumes en même temps et du temps, bien sûr. Puis derrière, que se passe-t-il? Eh bien, on passe le support, on casse le support. Et pour casser le support, vous voyez, les volumes sont moins importants que les volumes qu'il a fallu pour le soutenir. Ça veut dire qu'en face, le groupe des acheteurs potentiels est faible. Et puis, le marché descend. Si vous regardez bien ici, c'est quand même une accélération dans le temps légère, une accélération dans le temps qui est marquée par un fort volume. C'est l'effet inverse. Ici, attendent un gros groupe d'acheteurs potentiels. C'est un support potentiel. Et ce groupe d'acheteurs se trouve renforcé par tous les vendeurs qui ont pris position pendant la descente. Et vous voyez que pour remonter en fait les cours, il a fallu moins de volume que pour les faire descendre. Ça veut dire que les vendeurs potentiels sont faibles. Ce sont les vendeurs potentiels qui empêcheraient les cours de remonter. Si les cours remontent avec un volume plus faible que ce qu'il a fallu pour descendre, ça veut dire que les vendeurs potentiels ne sont plus forts comme ils l'étaient au début du mouvement, mais qu'ils sont devenus faibles parce qu'ils sont passés du côté des vendeurs et maintenant ils sont du côté donc des acheteurs potentiels. Ils ont fait le circuit qu'on a vu tout à l'heure. Et ça se traduit par, de nouveau, une arrivée sur un support et impossibilité pour le marché de passer ce support parce qu'il y a trop d'acheteurs potentiels, il y a trop peu de vendeurs potentiels. C'est quelque chose qu'on peut retrouver également, ce type de structure de marché, dans ce que j'ai appelé l'action-réaction. Alors, qu'est-ce qu'une action-réaction? C'est ceci, c'est-à-dire une forte descente suivie immédiatement d'une forte remontée sur une distance à peu près équivalente et pas tout petit, c'est-à-dire avec des bougies qui sont quand même bien marquées. Alors, que s'est-il passé ici? Vous voyez, on peut l'interpréter assez facilement si on a en tête ces chemins de marché qui passent par les vendeurs potentiels, les acheteurs potentiels et les indécis. Ici, donc, le marché a fortement baissé avec un fort volume sur les deux bougies rouges, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Un fort volume qui traduit le fait que beaucoup de vendeurs
potentiels sont effectivement passés vendeurs. Et ils se sont heurtés à, ici, des acheteurs potentiels. Et puis, pour remonter, vous voyez, pour faire la bougie blanche cette fois, regardez les volumes, ils sont nettement inférieurs ici. Ils pourraient être un peu inférieurs seulement, mais ils sont inférieurs à ce qu'il a fallu pour descendre. Ça veut dire que ici, même si les acheteurs potentiels ici qui sont intervenus et qui sont passés acheteurs sont peu nombreux, en fait, ça a suffi parce qu'en face, il n'y a plus de vendeurs potentiels. Ceci, donc l'action-réaction, c'est l'expression d'une zone de support ici. Ce serait dans l'autre sens, ce serait une zone de résistance. Donc voilà une structure aussi qu'il est important de connaître et dont il est important de connaître l'interprétation globale. L'interprétation en termes de puissance possible des acheteurs potentiels et des vendeurs potentiels. Parce que c'est à partir de l'estimation de cette puissance des acheteurs potentiels, de leur nombre et du nombre de vendeurs potentiels que vous pouvez pas anticiper, mais comprendre en fait le cheminement du marché. Donc, les actions-réactions, ici vous voyez une double action-réaction, une action-réaction à la hausse et une action-réaction à la baisse. Ça signifie que là-bas, par là, il y a un support, par là, il y a une résistance. C'est souvent à peu près sur le milieu de l'action-réaction que se situe le support ou la résistance, avec une tolérance, bien sûr. Mais si vous voulez tracer des supports et résistances, c'est souvent sur les milieux d'action-réaction que ça se trouve. Vous voyez, par exemple, ici, l'action-réaction, le milieu est ici, et on trouve la résistance précédente ici, ou là. Ici, pareil, si on se fie au milieu à peu près de l'action-réaction, on n'est pas tout à fait sur le bas ici, mais on est nettement au niveau de la cassure qui se fait derrière, c'est-à-dire que c'est vraiment le passage du milieu de l'action-réaction qui est une cassure, c'est-à-dire un déséquilibre entre les acheteurs potentiels et les vendeurs potentiels. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au départ? En fait, le marché a progressé. Les vendeurs potentiels étaient très contents. Les acheteurs, pardon, étaient très contents. Les vendeurs, eux, étaient moyennement contents, les vendeurs potentiels. Et les indécis se posaient la question, dois-je acheter? Au moment où on arrive sur le sommet, que se passe-t-il? Les acheteurs potentiels, ou les acheteurs plus exactement, passent sur le marché. Les acheteurs donc passent sur le marché en vendeur, parce qu'ils sont contents de vendre à ce niveau-là. Les indécis passent à la vente parce que le mouvement s'amorce à la vente relativement rapidement. Et donc, tous ces deux groupes alimentent en fait le marché pour qu'il descende. Et en face, vous n'avez qu'un petit groupe d'acheteurs potentiels. Donc, l'action-réaction, je vous l'ai dit, c'est un schéma qui est très important aussi, hein, qui marque par sa structure un fort support et dont les volumes se comportent en général comme je vous l'ai indiqué. Et le milieu de l'action-réaction, je vous l'avais dit ici, est souvent la valeur du support ou de la résistance approximative, hein, avec une certaine volatilité autour. Alors ici, voilà deux exemples. Exemple d'un range, en fait, assez marqué, et donc avec le haut ici, avec le bas ici. Alors, ce qui est intéressant à voir ici, c'est la structure également des cours. Que se passe-t-il? On va à la résistance, on va au support, on va pratiquement à la résistance, on va au support, on va au support, on passe par un, on passe pas, on revient, on va à la résistance, on entame un mouvement baissier, mais on arrive à peu près qu'au milieu de la zone de range. C'est-à-dire que là, les vendeurs potentiels sont relativement faibles, hein, ils ne peuvent pas, ils sont très peu à passer vendeurs réels, et donc ils n'arrivent pas à refaire descendre, leur nombre n'est pas suffisant pour refaire descendre le cours au niveau du support. Donc on s'arrête à peu près au milieu du support,
on revient et on casse. Ça, c'est une cassure extrêmement logique qui se comprend avec le groupe des acheteurs potentiels, des vendeurs potentiels. Ici, il y a beaucoup plus d'acheteurs potentiels que de vendeurs potentiels. Donc, quand ils agissent sur le marché, eh bien, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre est marqué déjà dans un premier temps par l'impossibilité de revenir au support et dans un deuxième temps par la cassure de la résistance. C'est une structure de marché très intéressante à trader. Et quand on la comprend, on a moins d'hésitation à la trader. On peut vraiment interpréter ce qui se passe. Parallèlement, remarquez que souvent, la limite, en fait, que le marché n'arrive pas à passer lors du mouvement baissier qui est ici, la limite est marquée ou bien par les MN20 ou bien par le retracement 90, qui est ce petit indicateur en vert. C'est un indicateur standard que j'ai fourni à WHS. Donc, vous le retrouvez dans la liste des indicateurs standards. Je vais un peu plus vite parce que j'ai été plus long que prévu. Ici, on observe un mouvement baissier avec une accélération du mouvement baissier. Accélération qui s'accompagne de volumes un petit peu plus importants. Ensuite, on a une bougie blanche, vous voyez, avec des volumes moins importants. Ça vous dit immédiatement déséquilibre entre les acheteurs potentiels et les vendeurs potentiels. Il n'y a pratiquement plus de vendeurs potentiels. Par contre, les acheteurs potentiels, dès qu'ils arrivent un petit peu sur le marché, ils ne rencontrent pas suffisamment de vendeurs, donc le cours remonte très vite, même s'il y a moins de volume. Donc, c'est exactement la conjonction, en fait, de l'accélération et de l'action-réaction. Ça vous donne une indication majeure de sortie de marché. Ici aussi, les faibles volumes de contre donnent effectivement l'indication qu'on arrive réellement sur une zone qui sera solide, une zone de support solide. Ici, par exemple, là, vous avez lors de la cassure, ici, vous avez moins de volume que lors du retour précédent. Ça veut dire qu'au retour précédent, pour repousser les cours, pour rentrer à l'intérieur du range, il a fallu énormément d'échanges, donc énormément d'achats. Et ces achats ont juste ramené les cours à l'intérieur. Et ces achats ont fait qu'on a augmenté le nombre de vendeurs potentiels et on a diminué le nombre d'acheteurs potentiels. Donc, quand on retape ici et qu'on casse, il n'y a plus d'acheteurs potentiels pour contrer le mouvement, ou tout au moins il n'y en a pas assez, et le mouvement se crée, et sans avoir besoin de volume extraordinaire. Par contre, ici, vous voyez, les volumes sur cette bougie-là sont assez importants. Sur celle-là, ils sont encore relativement importants. Mais par contre, sur la montée ici, ils sont plus faibles que précédemment. Même système. Il y a déséquilibre entre acheteurs potentiels, vendeurs potentiels, ce qui fait que leur action sur le marché peut être interprétée. Et là, on sait immédiatement, pratiquement, que c'est une zone de prise de bénéfices. Donc, c'est une zone de support potentiel. Je vais un peu vite parce que j'avais prévu un peu trop. Les acheteurs potentiels ici ne sont pas assez pour passer le milieu de range, donc moins puissants, et pas assez puissants pour tenir le support lors de l'action des vendeurs potentiels plus tard. De plus, en ayant acheté ici, ils ont augmenté, puisqu'ils sont passés acheteurs, ils ont augmenté le nombre de vendeurs potentiels. Donc, ça veut dire que pour le mouvement suivant, la puissance des vendeurs potentiels est nettement plus importante du fait de l'apport de force par le mouvement montant, c'est-à-dire par le passage à l'achat d'un certain nombre de personnes. Et à ce moment-là, quand on casse, il n'y a pas trop de soucis à se faire, il y a de bonnes chances d'arriver à un mouvement important. Alors, juste au passage, le niveau de stop. Le niveau de stop doit pratiquement toujours être mis au-dessus du mouvement précédent, du mouvement haussier précédent. N'essayez pas de mettre un niveau stop au niveau de la cassure ou légèrement au-dessus de la cassure.
là, vous perdrez énormément de trades gagnants parce qu'il y a pas mal de trades où il y a quand même un nouvel essai des acheteurs potentiels qui passent à l'achat en espérant contre. Et là, vous risquez de vous faire toucher bêtement alors que votre trade est bon. Donc attention au stop trop serré, le stop toujours un peu au-dessus du niveau précédent, du haut précédent en l'occurrence. Après ces indications techniques de compréhension de marché, nous allons passer aux étapes de l'apprentissage. Et là, vous voyez que pour atteindre en fait un niveau de trading et pour en faire un métier, il faut passer par un certain nombre d'étapes que négligent souvent beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'ils cherchent, c'est la méthode qui marche. Il n'y a pas de méthode qui marche en elle-même. Il y a la façon de trader avec une méthode qui va vous faire gagner ou perdre de l'argent. C'est pas si des formations vous disent on va vous apprendre la méthode miracle, c'est pas compliqué le marché. Alors ces deux réflexions-là, la méthode miracle, c'est pas compliqué le marché, fuyez. Honnêtement, là, ce sont des gens qui ou bien essayent de faire de l'argent sur votre dos, ou bien n'ont pas tout à fait compris ce qu'était le marché. Donc, dans un premier temps, il vous faut apprendre à interpréter les cours. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer en vous donnant des techniques d'interprétation avec les acheteurs, les vendeurs, les acheteurs potentiels, etc. Ensuite, apprendre à reconnaître des signaux d'entrée. Les signaux d'entrée, c'est ce dont on a parlé avec, par exemple, les ranges qui ne sont pas repassés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire redescendre les cours plus loin qu'à peu près le milieu du range, et ensuite on va casser. Ça, c'est un signal d'entrée. Donc, il faut apprendre à les reconnaître. Connaissance des structures de sortie, c'est ce qu'on a vu également avec certaines structures de sortie. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein. Il existe d'autres façons de voir les sorties ou les entrées. C'est juste des exemples que je vous ai montrés. Et je vous ai montré des exemples qui sont assez facilement interprétables et assez facilement utilisables. Ça ne se présente pas tous les jours, forcément. Ne cherchez pas systématiquement, quand vous guettez un signal, ne cherchez pas systématiquement les signes de ce signal. Attendez que ce soit net, clair, et que vous puissiez interpréter facilement les choses, et correctement surtout. Donc, si vous utilisez des indicateurs, il faut impérativement apprendre à les connaître, c'est-à-dire savoir comment ils fonctionnent, comment ils sont construits. Et ça, c'est la seule façon de comprendre les signaux que les indicateurs vont vous donner. Ensuite, vous passez à l'entraînement en paper. Une fois que vous avez une compréhension, une reconnaissance des signaux d'entrée, des signaux de sortie, une connaissance des indicateurs, vous passez en paper. Vous y restez le temps qu'il faut. Et surtout en paper, le travail le plus important, ce n'est pas de gagner de l'argent en paper, c'est d'analyser tous les trades. Et à partir du moment où vous analyserez vos trades, vous verrez ce qui convient de faire, ce qui ne convient pas de faire, ce qui vous convient et ce qui vous ne convient pas, ne vous convient pas. Après seulement, vous passez en entraînement réel à de petites positions. Alors l'avantage, c'est qu'on a les CFD qui permettent de prendre des petites positions. Alors, vous pouvez avoir des trades qui ne sont pas aussi gagnants qu'ils seraient sur futur. D'accord. Mais on s'en fiche à ce niveau de gagner de l'argent puisqu'on est en entraînement. L'entraînement en réel, avec de petites positions, permet l'acquisition de la structure mentale du trader dont on a parlé, c'est-à-dire la résistance à l'incertitude et la résistance à la douleur. Ce faisant, et à partir de ce moment-là, il vous faut analyser systématiquement et en permanence les trades perdants, de manière à pouvoir ou vous améliorer ou détecter rapidement une mauvaise habitude que vous êtes en train de prendre. Vous continuerez, et ça pratiquement en permanence également, à rechercher l'amélioration de vos signaux, l'amélioration des contextes, c'est-à-dire haussier, marché haussier, marché baissier, marché en range, et la gestion du trade également. Ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours travailler. Ensuite, seulement, vous passez en entraînement réel avec des positions moyennes. Continuez à essayer à renforcer votre structure mentale de manière à pouvoir résister
aux deux problèmes incertitude et douleur, avec des positions qui sont déjà un petit peu plus importantes. Vous revoyez les éléments techniques d'intervention et vous êtes toujours en recherche permanente d'amélioration technique et de discipline mentale. Puis vous passez en réel avec une taille de position, attention, adaptée à votre money management et ne cherchez pas des forts leviers pour gagner beaucoup. Gagner beaucoup, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de gagner à peu près régulièrement en ayant des périodes de perte, parce qu'il y a des périodes de perte, en ayant des périodes de perte qui soient supportables. Donc avec un money management sécurisé, vous veillez toujours à maintenir vos acquis par des interventions régulières, sans interruption trop longue. L'exemple typique, c'est mon exemple. Pendant un an et demi, je n'ai plus tradé que de façon automatique. Donc, plus de trading classique. Je me suis intéressé 100% au trading automatique. Et puis, j'ai voulu revenir au trading discrétionnaire. Et que s'est-il passé? Je n'avais plus la maîtrise exacte des gestes, des structures mentales qu'on pouvait avoir. Donc, il s'est passé quelque chose de tout à fait normal, c'est-à-dire j'ai perdu de l'argent. J'ai commencé par des trades catastrophiques. Puis, en les analysant, en revenant dessus, en reprenant, en essayant de revenir sur une structure mentale correcte, sur une interprétation correcte du marché, c'est-à-dire en refaisant ces gammes, on arrive à revenir, mais ça demande un effort supplémentaire. Donc, si possible, n'arrêtez pas, en fait. Si vous avez des petits doutes, vous revenez sur un entraînement avec des petites positions. Mais vous n'arrêtez pas de trader et vous essayez de garder cette structure mentale. Donc, maintien des actifs sans interruption trop longue. C'est exactement comme un footballeur en ce moment. Les footballeurs, imaginons qu'ils soient complètement confinés. Si au bout d'un an, quand ils reviennent sur le terrain, alors il est évident qu'ils seront beaucoup moins bons qu'ils n'étaient un an avant. C'est exactement comme un sportif, seulement au lieu d'entraîner vos muscles, vous entraînez votre cerveau. Donc, en cas de problème ou de retour avec une interruption, ça je vous l'ai dit, reprendre des petites positions, toujours la recherche permanente d'amélioration, sans oublier les acquis, bien sûr, et ne jamais adopter en réel un indicateur ou une technique de trading sans les avoir vérifiés et testés, c'est-à-dire ne jamais rien croire sur parole. J'ai été trop long, Alain, je sais. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faudra manger vite pour ma part, mais j'ai deux, trois questions et effectivement, je pense que ton webinaire a été ultra dense. J'ai pas voulu t'interrompre parce que j'ai vu que c'était ultra structuré, mais qu'il sera nécessaire, je pense, et le webinaire est bien sûr enregistré et il sera nécessaire pour tout le monde de le revoir, ne serait-ce qu'au moins une fois, puisque il y a énormément de contenu. Je dis bien, il est très dense. Donc, Oui. quelques questions très rapides. Pourquoi avoir arrêté le trading automatique et à quoi sert, et une question humoristique, à quoi sert le gros ballon gris en arrière-plan? Alors, je n'ai pas dit que j'avais arrêté le trading automatique, j'avais arrêté le trading discrétionnaire parce que je voulais me consacrer entièrement au trading automatique. Et c'est très intéressant, le trading automatique, c'est très prenant, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'interprétation, en fait, c'est très, très intéressant. Et donc, je m'étais entièrement consacré à ça parce que je me suis dit, si je veux revenir au discrétionnaire, ça se fera tout seul. Non, ça ne se fait pas tout seul. Quand on a cessé de s'entraîner, on s'en prend un petit peu plein la figure. Donc, quand on revient au bout d'un certain temps, il vaut mieux y aller mollo sur la taille des positions. Quant au gros ballon derrière, c'est un truc qui me sert à m'asseoir dessus quand je reste très longtemps en position assise. Et ça permet d'entraîner un petit peu par les déséquilibres, ça permet d'entraîner la musculature et d'éviter de ressembler à une crevette quelques temps plus tard quand on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Voilà. D'accord, je n'ai pas une seule fois entendu parler de backtesting. Pourquoi? Parce qu'on est là sur le trading discrétionnaire et non pas sur le trading automatique. Ceci dit, on a parlé du backtesting quand même, mais pas avec ce mot.
Non, ça doit être ici, c'est sur la fin. Ne jamais adopter en réel indicateurs ou techniques de trading sans les avoir vérifiés et testés. Hein. C'est-à-dire ne jamais rien croire sur parole et ne jamais se croire sur parole. Ce n'est pas parce que vous croyez qu'une configuration est intéressante qu'elle l'est réellement. Donc, il faut de préférence la tester. Alors, à la tester, il y a deux solutions, ou bien elle est testable en automatique, délicat parce que ça nécessite la maîtrise de tous les paramètres d'entrée, de sortie, de maintien de position, etc. Donc, si vous voulez vérifier juste un signal, il y a des techniques pour le faire. C'est possible, mais vérifier tout un système de trading, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il est beaucoup plus difficile de les exprimer de façon informatique. Ok, ben, merci pour tout. Merci pour tout, Eric. Je vais maintenant arrêter je vais te laisser le mot de la fin, bien sûr, mais je vais arrêter l'enregistrement. Pour information, le lien pour la poursuite des webinaires cet après-midi est le même. Donc, vous n'avez pas de nouveaux liens pour les webinaires de l'après-midi. On va faire grosso modo une quarantaine de minutes de coupure. Et je reviendrai, et ça sera Pascal Hirtz qui entamera cet après-midi. Il y aura Bernard Pradesclos et en finale, il y aura Amélie. Donc, je vous retrouve donc dans quelques minutes maintenant. Vous avez le temps de faire une petite pause. Je laisse le mot de la fin à Eric avant d'arrêter cet enregistrement pour la matinée. Le mot de la fin, vous pouvez éventuellement, pour le PowerPoint, je ne sais pas ce qui est prévu du côté de WHS, mais je le mettrai sur le site pour Mogalef Trading de manière à ce que vous puissiez le télécharger et puis le passer tranquillement. Ce sera dans le menu Home. Dans le menu Home, il y aura le nom de la conférence, la date, et vous aurez accès au PowerPoint. Si vous voulez avoir quelques renseignements supplémentaires sur la façon de trader, vous allez dans le menu formation Eto Trading et vous avez des PDF de conférences déjà existantes et des vidéos de training live que j'ai faites il y a un an, tiens. Donc des vidéos de trading live qui vous montrent un petit peu les façons de trader. Alors bon, c'est assez difficile parce que quand c'est sur une journée, il y a des blancs. Donc là, j'ai fait des sortes de résumés, c'est-à-dire j'ai coupé les moments où il se passe quasiment rien en fait, et où je ne fournis pas d'indications intéressantes, de commentaires intéressants. Donc ça vous Parfait, Eric. permet de voir un peu comment ça se passe. Merci pour tout. Éventuellement, si vous voulez des aides techniques, j'en ai mis quelques-unes, c'est des vieux, entre guillemets, des vieux webinaires que j'ai fait il y a quelques temps, mais qui sont toujours d'actualité, donc j'ai mis à disposition ici. Oui. Merci mille fois. Bon, bah, écoute, on te retrouvera bien sûr pour d'autres webinaires, on va dire, thématiques, mais pas dans le cadre de cette journée, mais on fera d'autres webinaires. Voilà. Donc,